Dans cet épisode électrifiant de Mythbusters, Adam et Jamie décident de transformer un simple pistolet à eau en une arme redoutable. Un pistolet à impulsion électrique marchant à l'eau peut-il vraiment paralyser un intrus? Carrie, Tori et Grant décident de passer 2 mythes à l'épreuve du feu. Tout d'abord, la marche sur le feu. Mysticisme ou réalité scientifique? Ça fait mal! Ils décident ensuite de jeter un extincteur au milieu des flammes. Cours, Tori, cours! Auront-ils raison des flammes? Qui sont les Mythbusters? Adam Savage À l'hélico! et Jamie Heineman. Quand vous avez un doute, en avant. À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des effets spéciaux. Et voilà. À leur côté, Tori Bellecci, Qui va perdre ses dents aujourd'hui? Grant Imahara Un pas de géant pour les mythes. et Carrie Byron. J'étais super optimiste, mais là, je suis plus très sûre. Ils ne se contentent pas de recenser les mythes, ils les mettent à l'épreuve. Tout d'abord, quelque chose de tout à fait paralysant. Les pistolets à impulsion électrique, ou PIE, paralysent, c'est sûr, mais ils sont difficiles à recharger. C'est là que le pistolet électrique marchant à l'eau fait son entrée en scène. Mais est-ce vraiment le gadget préféré des espions du monde entier? C'est toi qui adore ce mythe. C'est quoi le plan? Déjà, on doit se procurer un pistolet à impulsion électrique. Pour l'étudier de près. Tout à fait. Ensuite, on fabriquera un pistolet à eau que l'on reliera à une source électrique pour voir si avec ça, on arrive à filer une décharge à quelqu'un. Du moment que ce quelqu'un, ce n'est pas moi, ça me branche. Et puis, on verra pour la suite. Ok, c'est parti. Nos Mythbusters vont d'abord se pencher sur le PIE de base. Mais avant de se lancer de façon inconsidérée, Je n'aime pas ça. Ça doit faire mal. comme ça a l'air plutôt douloureux, Adam décide de ne pas prendre de risques. On sait ce que c'est de se prendre une décharge. Pendant le tournage de La batterie de Bagdad, c'est arrivé à Tori. À Scotty. Oh bon sang! Et sans le vouloir, je me suis aussi pris une sacrée décharge. Du coup, Franchement, on n'a pas envie de se prendre une décharge ou que ça arrive à quelqu'un d'autre. C'est donc ce brave gars qui va nous servir de cible. 3, 2, 1... Ça, c'est dur. En pleine face. Le PIE a des fils qui véhiculent un courant de 50 000 volts transmis à la cible par 2 dards comme celui-ci. Au contact de la cible, le courant tombe instantanément à 5000 volts et la décharge bloque le système nerveux et musculaire. Autrement dit, Lorsque vous êtes touché par un de ces engins, vous perdez le contrôle de votre corps. Vos muscles et votre système nerveux ne répondent plus et vous ne pouvez rien faire pour lutter. au centre d'épilation des Mythbusters, nous utilisons les toutes dernières techniques pour être sûr que ces sales poils ne reviendront plus. voici donc ce que fait un pistolet à impulsion électrique. Il a une portée de 4,50 m et produit un courant de départ de 50 000 volts. Au contact de la cible, la tension retombe à 5000 volts et provoque une paralysie neuromusculaire. Mais est-il possible d'obtenir le même résultat avec de l'eau comme conducteur? Voilà qui tombe bien. Un colis vient d'arriver, des pistolets à eau. Un jouet peut-il se transformer en arme? Le truc, c'est que si l'on veut que l'électricité soit transmise à notre victime par l'eau, le jet doit être continu. Autrement dit, laminaire. Pour vous autres ingénieurs. J'ai ici plusieurs pistolets à eau disponibles sur le marché. Nous allons les filmer à l'aide d'une caméra grande vitesse pour voir lequel nous offre le jet recherché. Tout d'abord, Adam voit rouge. Ajouter ce colorant devrait rendre plus facile l'analyse du jet d'eau à la caméra. Voici Jamie Heineman totalement vulnérable. Avec ce colorant alimentaire rouge, sa chemise blanche pourrait être souillée à tout moment. Mais aucune tâche ne vient gâcher les préparatifs. Le test peut commencer. C'est parti. 1, 2, 3. Le jet a l'air de s'interrompre au bout de même pas 1 mètre.
La caméra grande vitesse en est témoin. Une fois sortie du canon, l'eau se divise en des centaines de gouttes bien distinctes. C'est clair que ça n'a rien d'un jet laminaire de 4,50 m. Et c'est là que le super pistolet à 2 chambres intervient. Je fonde de grands espoirs sur celui-là, mais on va voir. Mais le jet n'est pas continu non plus. Ils en essaient un autre, puis un autre, puis un autre, mais le jet n'est pas laminaire. Impossible de faire passer un courant électrique. Ensuite, C'est le dernier. on ne peut pas faire plus simple. C'est un gros tube. Ouais, Ok. voyons un peu. Il ne reste plus qu'un pistolet. C'est leur toute dernière chance. Je suis prêt. Comme les autres, ce pistolet promet un effet mouillé garanti, mais le jet sera-t-il laminaire? C'est le meilleur qu'on ait essayé. Victoire! Comme le montre la caméra, on a bien un jet continu de 4,50 m. Maintenant, la question est, peut-on faire passer un courant électrique dans ce jet? Peut-il atteindre une cible? Peut-on en faire un pistolet paralysant digne de ce nom? Nous allons vous raconter la rencontre du feu et de l'extincteur. Si l'on en croit nos fans, le mythe est le suivant. Si l'on jette un extincteur au milieu du feu, la chaleur fait monter la pression dans le réservoir jusqu'à ce qu'il explose. Le contenu ignifugeant s'évacue et éteint les flammes. C'est vrai ça? Comment on va tester ça? Pour une fois, ce n'est pas bien dur. On va faire un feu géant et balancer l'extincteur au milieu des flammes. Ce mythe n'est pas très précis. On va donc tester 3 extincteurs les plus courants. Un extincteur à eau, à mousse et à gaz carbonique. T'es bien renseigné. Normal. Avant que l'équipe ne s'enflamme davantage, c'est Tori. Eh oui, Tori. Tori qui se charge de sécuriser l'expérience. Voilà ce qui va se passer. Je place l'extincteur ici, je relâche la sécurité et l'extincteur atterrit dans les flammes. Pour mon prochain tour, je vais disparaître dans les airs. J'agite ma baguette magique. Et abracadabra, les voici sur les lieux du délit. Nous sommes au Alameda Bomb Range et nous allons mettre à l'épreuve le mythe selon lequel, lorsque l'on place un extincteur au milieu des flammes, celui-ci explose et éteint l'incendie. Nos amis comptent faire passer l'épreuve du feu à 3 types d'extincteurs. Ce mythe est très général. Il ne dit pas quel type d'extincteur utiliser. On s'en est donc procuré plusieurs. Un à eau, un autre à gaz carbonique et un autre à mousse. L'un d'eux va peut-être marcher. Premier sur la liste, l'extincteur le plus courant, celui à CO2. Pour comprendre comment le dioxyde de carbone peut être utilisé comme ignifugeant, voici quelques principes de physique de base. Le feu a besoin de 3 choses pour brûler. De l'oxygène, du combustible et de la chaleur. Si l'un de ces éléments manque, tout tombe à l'eau. Et c'est comme ça que le dioxyde de carbone agit. Comme il est plus lourd que l'air, il couvre les flammes, remplace l'oxygène et le triangle magique est rompu. Mais si on balance un extincteur rempli de CO2 à haute pression, va-t-il exploser et éteindre les flammes? C'est l'extincteur qui est soumis à la pression la plus forte, 55 bars. Mais c'est celui qui risque le moins d'exploser car il a une soupape régulatrice de pression. Carrie est absolument convaincu que tout ça ne va pas faire d'étincelles. Je ne crois pas une seconde que l'extincteur puisse tomber dans le feu, exploser et du coup éteindre le feu. Mais en dépit des convictions de chacun, Grant et Carrie sont bien planqués dans le bunker alors que Tori, après avoir effectué les vérifications préalables, est paré pour le décollage. Prêt? Prêt? Cours, Tori, cours! Et il prend vite fait ses jambes à son cou. Tori a à peine le temps de reprendre son souffle. Je crois que ça siffle. La soupape a lâché. Ils peuvent toujours attendre que ça explose. La soupape a fait son boulot et 15 minutes plus tard, l'extincteur est vide. Cela met en évidence les mesures de sécurité qui ont été prises dans la fabrication de cet extincteur. En cas de surpression, quand la température augmente par exemple,
La soupape permet au gaz de s'échapper en toute sécurité. En ce qui concerne l'extincteur à CO2, le mythe est bidon. Ne nous enflammons pas, Grant. Il reste encore 2 autres extincteurs à tester, celui à eau et celui à mousse. Et contrairement à celui à CO2, ils n'ont pas de soupape de sécurité. Jeter un extincteur au feu le fait-il exploser et éteindre l'incendie? Carrie, Tori et Grant ont testé l'extincteur à gaz carbonique, mais sans grand succès. Voyons ce que ça donne avec un extincteur à eau. C'est un système assez simple. Il s'agit d'un réservoir sous pression. Il est censé contenir du liquide et du gaz. Jetez-le au feu, l'eau va chauffer, créer de la vapeur, la pression va augmenter et normalement, le réservoir devrait exploser. Contrairement à l'extincteur à CO2 qui subit une pression de 55 bars, celle de l'extincteur à eau n'est que de 6,9 bars. Mais il n'y a pas de soupape de sécurité. Et nous savons tous ce qui se passe quand on fait chauffer un conteneur d'eau scellée. Pour le chauffe-eau explosif, Jamie et Adam ont découvert qu'avec moins d'eau dans le conteneur sous pression, ils pouvaient produire davantage de vapeur et du coup, créer une plus grosse explosion. Mais notre but ici est d'éteindre l'incendie. Donc je ne vais pas vider le réservoir en entier. Je vais le vider à moitié seulement, parce qu'il faut quand même qu'il reste de l'eau pour éteindre les flammes. Pendant que nos pyromanes en herbe s'occupent, écoutons les prévisions de Carrie. Même si une faille se crée, je ne vois pas comment le feu pourra être éteint. C'est un sacré feu et je ne pense pas que l'explosion sera suffisante pour l'éteindre complètement. Ok, le feu est prêt. On teste l'extincteur à eau. Ok, c'est parti. 3, 2, 1... À plus de 500 degrés, les charbons ardents transforment rapidement l'eau en vapeur, ce qui fait augmenter la pression. Et n'oubliez pas, il n'y a pas de soupape de sécurité cette fois-ci. Il faut espérer que ça lâche. Et si le mythe est vrai, l'eau va se répandre et éteindre les flammes. Sinon, c'est que c'est bidon. Ouais. Et 5 minutes plus tard... Regardez, il y a une faille. L'eau est en train de se répandre. Mais la quantité d'eau est insignifiante comparée à la taille du feu. Pas d'explosion et ça brûle toujours. Non. En fait, ça n'a pas eu plus d'effet sur les flammes qu'en aurait eu une bouilloire. Non. Et il va falloir quelque chose de plus costaud pour éteindre ce feu. Mais au bout de 9 minutes, l'extincteur montre des signes de mécontentement. Trop cool! Ouais! Il a failli tuer notre caméra portative. On a failli se le prendre! De toute évidence, la vapeur n'a pas pu s'échapper assez rapidement. Quand la pression est devenue trop forte, l'extincteur a décollé. L'extincteur n'a pas explosé ni éteint l'incendie, mais il s'est transformé en une sorte de fusée. Il s'est retourné et a volé vers nous. Mais en ce qui concerne le mythe est bidon. Eh oui, pour le moment, 2 extincteurs ont raté le test. Mais il reste encore celui à mousse à faire passer sur le grill. On va tester l'extincteur à mousse chimique. Cette mousse forme un fil aqueux. On l'utilise pour des feux de classe B, dû à des liquides inflammables, des solvants, des huiles. La pression peut atteindre 21 bars, mais comme avec celui à eau, il n'est rempli que pour atteindre une pression à 6,9 bars. On va le jeter au feu, voir s'il va exploser et éteindre les flammes. Comme pour l'extincteur à eau, il n'y a pas de soupape de sécurité. Inutile de vous rappeler de ne pas faire la même chose chez vous. Je pense que la soupape d'alimentation va lâcher en premier. Ça va siffler. On va peut-être avoir un autre mini-missile, mais je ne pense pas que ça va exploser. C'est parti. L'extincteur à mousse. 3, 2, 1. Et c'est parti. L'autre a décollé au bout de 9 minutes. Vous avez apporté des cartes. Si on jouait aux charades. Ok, tu commences. 2 mots. Je peux pas. Ça ressemble à... Waouh! Super! Ça a éteint le feu! Il a explosé et éteint le feu! J'y crois pas! Waouh! Il pleut de la mousse! Oh mince! L'extincteur à mousse a explosé et a mis la pâtée à ses flammes récalcitrantes. C'était d'enfer!
Il est où? Je sais pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a explosé et qu'il a éteint le feu, t'es pas d'accord? Ouais, il reste quelques braises, mais le mythe est plausible. Clairement. Regardez ça, ça a éteint l'incendie. Ce n'est peut-être pas le moyen le plus sûr d'éteindre un feu, mais ça marche. J'adore avoir tort. Je me suis complètement plantée. Je pensais qu'il n'allait rien se passer. Ce résultat est très excitant pour nous. Déjà parce qu'on ne s'y attendait pas, on s'était tous trompés. L'extincteur chimique a explosé. Le mythe est donc plausible. C'est sûr qu'il a éteint les flammes, mais pas exactement comme le mythe le disait. Ça a éteint le feu! Ce n'est pas la libération de l'inifugent qui a éteint les flammes. L'explosion a éparpillé le combustible dans toutes les directions. Du coup, nos amis ont une nouvelle idée. Ils prennent un nouvel extincteur à CO2 avec une pression de 55 bars. Mais attention, un détail va tout changer. Il n'y avait pas de soupape de sécurité sur l'extincteur à eau ou mousse, et c'était marrant. On va voir ce qui se passerait si, pour une raison ou pour une autre, il y avait un défaut dans le système. Que se passerait-il si la sécurité n'était pas là? Totalement inutile, mais très excitant. Les deux extincteurs n'étaient soumis qu'à une pression de 6,9 bars. Nos Mythbusters vont-ils réussir à éteindre un feu en retirant la sécurité de la soupape de sécurité d'un extincteur à CO2? Adam et Jamie se sont fixés pour mission de tester la légende selon laquelle les agents secrets auraient mis au point un pistolet électrique fonctionnant à l'eau. Ils ont testé des pistolets à eau à 4,50 m de la cible. Ils ont trouvé le spécimen idéal. Ils veulent maintenant le charger en électricité. Jamie prend donc un pistolet à eau pour le relier à un autre. C'est la base de ce projet. Nous allons relier un pistolet électrique pour acheminer l'électricité. Comme ça, quand on arrosera quelqu'un, on pourra le paralyser. Et c'est pour ça qu'on va l'appeler l'aquaparalyseur. Adam entreaperçoit déjà des possibilités commerciales. Laissez-moi vous présenter les atouts de notre nouveau aquaparalyseur qui va vous permettre de vous débarrasser de tout intrus éventuel. Il se porte à la taille. Quand vous apercevez un suspect, tout ce que vous avez à faire, c'est de trouver une source d'eau salée. Le sel de table fera très bien l'affaire. Ensuite, chargez les deux tubes en eau. Visez votre cible et appuyez sur la gâchette de cet appareil électrique. L'électricité va se propager à travers ces deux fils et ces deux électrodes placées dans l'eau. Et lorsque l'eau a atteint le suspect, le voilà fait comme un rat. On a notre pistolet. Il est relié à notre PIE. On doit maintenant le tester. On doit découvrir si le jet d'eau peut transporter suffisamment d'électricité pour paralyser quelqu'un. J'ai un plan. On prend deux seaux et deux plaques de métal que l'on place au fond des seaux. On les relie à un compteur. On balance de l'eau dans les seaux, l'électricité se propage jusqu'au compteur, on mesure le courant et on voit si ça suffit pour paralyser quelqu'un. Pas mal, mais ça a l'air un peu compliqué. Oui, un peu, mais je connais un ingénieur électricien qualifié à qui faire appel. Et cet ingénieur hautement qualifié n'est autre que Grant. Sa mission, mettre en place les deux seaux qui vont servir de cible et placer les capteurs de cuivre au fond. Il pourra lire tous les résultats sur cet oscilloscope. On saura si le signal est transféré à la cible via l'eau grâce à ce qu'on verra sur l'écran électrique. Tu crois pouvoir viser ça? Trop facile. Tout est prêt et Jamie va armer l'arme aquatique. Il est temps qu'intervienne son acolyte sarcastique. On va retrouver cette chose à la ceinture de tous les officiers de police du pays d'ici 2 ans max. Ce machin va faire du bruit. Que la CIA prenne note. Voici peut-être le moment de vérité tant attendu. T'as eu quelque chose? Oui, j'ai quelque chose. Jamie a eu les capteurs en plein dans le mille, mais le détecteur a relevé des résultats douteux. Ce que ça dit, c'est que le courant n'est pas encore rentré en contact avec quelqu'un. Quand ils sortent du canon, les fils du pistolet transportent un courant à 50 000 volts. Il s'agit de la phase d'amorçage. L'arc électrique cherche à fermer le circuit. Au contact de la cible, on passe en phase de stimulation. La tension tombe instantanément à 5 000 volts. À 5 000 volts, la cible n'est pas tuée, elle est simplement paralysée. Pour le deuxième essai, le seau passe à la trappe et on le remplace par un mannequin en gel balistique. Vont-ils arriver à atteindre la phase de stimulation tant recherchée ?
On a placé 2 écrans à l'intérieur du mannequin qui jouent le rôle de son cœur, s'il en avait un. Cela va nous permettre de mesurer la quantité exacte d'électricité que le pistolet à impulsion électrique envoie à votre cœur quand vous prenez une décharge. D'accord. Jamie est fin prêt à tirer à bout portant. 3, 2, 1... Mais même à cette distance, ça commence mal. On dirait qu'on entre dans la phase de stimulation, mais la tension est bien inférieure. Il atteint la phase de stimulation, mais la tension est si basse que ce pistolet ne paralyserait même pas une mouche. Le test du gel balistique a déjà montré ses limites. Cette fois-ci, Jamie retente le coup à 1,50 m. Vas-y. Mais c'est de mal en pis. Ce tracé montre que tu n'as jamais atteint la phase de stimulation. Mais on a obtenu un signal. Oui, mais on est encore dans la phase d'amorçage. Et ce n'est pas ce qu'on demande à un pistolet paralysant. Ce n'est pas ce qu'on veut si on cherche à paralyser quelqu'un. Et ça pourrait faire quoi? Potentiellement tuer quelqu'un. Je vois. Ouais. Dans l'ensemble, ça ne sent pas bon. L'après-midi a été longue et fatigante et les essais n'ont pas été concluants. On est passé d'une tension complètement insignifiante au risque de littéralement tuer quelqu'un. On galère grave avec ce mythe électrique. Ce que Adam veut dire, c'est que ça sent le roussi. Comment marcher sur des charbons ardents sans se brûler la plante des pieds? De nombreux fans de Mythbusters pensent que c'est une question de mental. For reasons completely unknown to science, the dancers emerge from this ordeal entirely unharmed. Mais ne serait-ce pas plutôt une question de science? Afin de répondre à ces questions, comment dire, brûlantes, Grant et Carrie vont sur le terrain. On est en mission. Nous sommes à Sonora, en Californie. Nous sommes ici pour assister à un cours pour apprendre à marcher sur le feu, dispensé par le Firewalking Institute of Research and Education. Bonjour, vous êtes Tolly? Bienvenue. Je suis Grant. Tolly enseigne à ses élèves comment marcher sur des charbons ardents atteignant une température de plus de 500 degrés. Bien, 500 ou 1000 degrés, ça me paraît complètement dingue. C'est comme prendre un plat qui sort du four sans gants. On peut marcher normalement sur le charbon ou il y a une méthode spéciale à employer? La méthode est de marcher comme on le ferait dans la rue. Il ne faut pas courir pour ne pas enfoncer les pieds dans le charbon. Il ne faut pas s'arrêter, il faut marcher avec un pas léger. Bon, assez bavardé, il est temps de passer à l'action. T'as appris ça chez les scouts? J'ai jamais été chez les scouts. Grant et Carrie observent les élèves qui préparent le podium enflammé parfait. Il faut un peu plus d'1 heure pour tout mettre en place. Après avoir récolté quelques données légèrement angoissantes, J'obtiens un maximum de 700 degrés. Carrie est convaincue que ce n'est pas le mental qui compte, mais la température de ces foutus charbons. J'ai une température de 750 degrés et on m'a dit qu'une fois ratissés, les charbons ne descendent qu'à 550 degrés. À ce stade, je ne vois pas comment on pourrait me convaincre de marcher là-dessus. Mais ça n'a pas l'air d'arrêter les autres. Les élèves, très zen, glissent sur les charbons sans se faire le moindre mal. Mais avant que nos scientifiques s'essaient eux-mêmes à l'exercice, Grant, pour une fois, veut plus de données. Je les ai vus le faire, mais je veux une base scientifique plus solide avant d'y mettre le pied. Nous voici donc de retour à l'atelier où les expériences scientifiques peuvent commencer. Afin de découvrir quel niveau de chaleur atteint les pieds, Carrie fabrique un faux pied à partir de silicone résistant à la chaleur. Pendant ce temps, Tori prépare le feu, d'après les instructions de nos experts. Carrie et Grant ont fait des recherches. Ils ont appris comment construire un lit de charbons ardents. On va le faire sur le parking. On va poser 9 mètres de gazon pour ne pas abîmer le ciment. On va ensuite installer du bois sur 6 mètres. On va y mettre le feu, le laisser brûler et on va marcher dessus.
Retrouvons Grant qui fabrique un détecteur censé mesurer le degré de brûlure des tenues de protection contre le feu. Il s'agit d'un calorimètre à bague de cuivre. Ce disque de cuivre a une taille et un poids précis. En se basant sur ses caractéristiques et son transfert de chaleur, on peut le relier à un thermocouple qui mesure la température. On va pouvoir prévoir s'il en risque une brûlure au premier, au deuxième, voire au troisième degré. Une fois reliées par un fil électrique, ces bagues de cuivre vont transmettre l'info à un ordinateur. Écoutons le discours scientifique de Grant. Marcher sur des charbons ardents est un mythe entouré de mystères depuis toujours. Et voilà. Nous allons lever le voile et voir ce qui se cache derrière grâce à la science. Formidable! Les capteurs étant placés dans la silicone et les faux pieds fixés sous les chaussures de Carrie, notre équipe est prête à marcher sur le feu. Je vais enfiler ces chaussures et marcher comme je l'ai vu faire. Je suis curieuse de voir quelle mesure on va obtenir. J'ai l'impression d'être Cendrillon. Après un petit conseil préventif, Si tu tombes dans les braises, Je pleure? protège ton visage avec tes mains. Tu peux mettre des gants si tu veux. les magnifiques chaussures de Carrie sont prêtes à arpenter le podium. Ok les amis, on est à plus de 500 degrés, comme avec les élèves de Tolly. T'es prête? Je vois ces charbons brûlés. Ok, c'est parti! Alors que Carrie attaque les charbons avec ses semelles de silicone, Grant attaque l'analyse des données. Ouais! Tu vois, c'était pas si terrible. Non. Alors Grant, J'ai des résultats très intéressants. On va tout d'abord analyser les images recueillies par la caméra grande vitesse afin d'évaluer combien de temps le pied se trouve en contact avec les braises. En fait, mon pied entier, du talon au doigt de pied, n'a été en contact avec les charbons ardents que 9 dixièmes de seconde. Et mon poids ne s'est totalement appliqué que 5 dixièmes de seconde. On a sûrement là l'une des raisons qui explique qu'on ne se brûle pas en tentant cette expérience. En fait, on ne touche les charbons que très peu de temps. Et qu'en est-il de la température et du degré de brûlure? Ce qui est intéressant, c'est qu'a priori, on ne risque aucune brûlure, ni au premier, ni au deuxième ou au troisième degré si l'on marche normalement. Du moment qu'on avance, en théorie, on ne se brûle pas. Cette théorie se trouve confortée par une simple expérience prouvant que ces charbons ardents ne sont pas si ardents que ça. Apparemment, les charbons et les cendres isolent 4 fois mieux que le bois, en théorie. On devrait donc pouvoir saisir un de ces charbons qui d'un côté atteint presque 500 degrés, mais du côté recouvert de cendres a seulement une température de 150 degrés. Je devrais pouvoir le poser dans le creux de ma main sans me blesser. Et potentiellement allumer un feu. C'est parti. Même si le feu dégage une température de plus de 500 degrés dans l'air, la physique au point de contact est toute différente. Et voilà. Apparemment, lorsqu'un individu marche sur le feu, il ressent une basse température en raison de plusieurs éléments. Le contact est rapide, le charbon conduit mal la chaleur et la couche de cendre sert d'isolant. La théorie mystique et mythique, selon laquelle tout est dans le mental, commence sérieusement à prendre l'eau. Si l'on en croit la science, malgré des températures torrides, vos petits petons n'ont pas le temps de passer au grill. Mais il n'y a qu'une seule façon d'en être sûr. Maintenant qu'on sait qu'on ne risque pas de se brûler, on va devoir essayer nous-mêmes. Les mains en l'air, on ne bouge plus. Adam et Jamie savent maintenant que fabriquer un pistolet à impulsion électrique fonctionnant à l'eau n'a rien d'une partie de plaisir. Les choses ne se passent pas très bien. Pour le plan A, 2 seaux ont servi de cible. Pour le plan B, ils ont pris du gel balistique. Résultat, pas terrible. Ils passent au plan C, tiré sur un mouton. Magnifique. Pour le moment, on n'a pas vraiment obtenu de bonnes données, parce qu'il y a trop de variables. Le tir en lui-même, la courbe prise par l'eau et surtout le gel balistique. Je ne suis pas convaincu qu'il offre la même résistance que la chair humaine. On s'est donc procuré une cuisse de mouton pour 2 raisons. 1, pour éliminer une variable. Là, on est très proche de la chair humaine. On devrait avoir de bons résultats. Et 2, parce que Jamie a faim et il aime cuisiner les accessoires après nos expériences. Et ce n'est pas le seul changement.
Afin d'atteindre les phases d'amorçage et de stimulation, ils vont enfermer l'eau dans des tubes de plastique. Le jet sera ainsi laminaire. Tester l'aquaparalyseur n'est pas facile, parce que c'est dur de contrôler la direction prise par l'eau. Elle peut facilement s'éparpiller. Lorsque l'on tire avec un pistolet à impulsion électrique, ce sont des fils qui sortent du canon. On n'a donc pas ce problème. On va acheminer l'eau à travers des tubes de plastique qui vont servir d'isolant. On devrait ainsi obtenir des résultats plus fiables. Il place ensuite les électrodes du PIE dans les tubes en plastique et enfonce les tubes dans le mouton. Ça fait très Frankenstein. Un peu, oui. Essayons à bout portant à 5 cm. D'accord. Ok. Feu. Ouais, Ça marche? super. Jackpot! Les phases d'amorçage et de stimulation ont été enregistrées. Génial. Ce mouton, s'il était vivant, ne pourrait plus bouger. Mais il faut que ça marche de plus loin. Jamie recule un peu. On tire à 60 cm. J'ai un signal. Ouais, il est bon? C'est pas mal. Le choc électrique reste paralysant, mais il y a un problème. Quand on s'éloigne, le signal s'affaiblit. Il recule de 60 cm de plus. 1,20 m. Prêt, Grant? Prêt? 1,20 m. T'as quelque chose? Oui. On est toujours dans la phase de stimulation. À peine. Le pouvoir paralysant s'amoindrit toujours plus. À chaque fois qu'on s'éloigne, ça diminue. Oui. Ce qu'on observe ici a à voir avec la propriété de résistance d'une substance à l'électricité. Le fil de fer a une faible résistance. Il adore l'électricité. L'eau a une résistance beaucoup plus grande et cette résistance augmente en fonction de la quantité d'eau que le courant doit traverser. Donc, à chaque fois qu'on s'éloigne de notre cible, l'eau offre davantage de résistance et du coup, moins d'électricité atteint la cible. Ça s'annonce mal pour notre aquaparalyseur. Souvenez-vous qu'un pistolet à impulsion électrique de base a une portée de 4,50 m. Il recule donc encore d'1,20 m. Feu, 2,40 m. Ça prend de plus en plus le chemin du gros flop. Ça commence à s'effondrer. Regarde le courant ici. Oui, ça suit encore plus ou moins la courbe. Mais ça commence à vaciller sérieusement. Conclusion, ça ne marche pas vraiment au-delà d'1,20 m. Et ça ne fait pas bien loin. C'est pas une distance optimale. Non. Adam et Jamie ont travaillé d'arrache-pied pour en arriver à ce résultat. Un échec cuisant. Mais c'est ça, le métier de chasseur de mythes. Trois. Carrie, Tori et Grant testent le mythe selon lequel si on jette un extincteur au feu, il explosera et éteindra les flammes. Au cours de leur troisième expérience, l'extincteur à mousse a davantage fait exploser le feu qu'il ne l'a éteint. Pour leur quatrième expérience, Grant a mutilé un extincteur à CO2 pour voir si cela leur permet d'obtenir le résultat escompté. Voici l'extincteur sur lequel on a rendu le système de sécurité inefficace. Il est prêt, il est plein. Je vais l'emmener à l'endroit où on va allumer le feu. Doucement, Tori est cette fois sûre que ça va faire boum. C'est super dangereux. Je veux pas traîner dans le coin quand le feu sera allumé. J'ai donc des fusées à temps placées dans un sac de poudre sans fumée. J'aurai 40 secondes de temps tous les 30 cm. J'aurai donc largement le temps d'allumer la mèche. C'est parti. Et de rejoindre le bunker avant que le feu ne soit allumé. Et on ne peut pas leur en vouloir de prendre leurs précautions. Je suis contente d'être là. L'extincteur à eau avait une pression de départ de 6,9 bars. Cet extincteur à CO2 dépourvu de soupape de sécurité a une pression de 55 bars. Ça fait 4 minutes. La soupape d'un extincteur à CO2 normal aurait déjà lâché à ce stade. Ouais. Il se passe forcément quelque chose à l'intérieur. La pression monte. La pression augmente, tout comme les doutes de nos scientifiques. L'extincteur a peut-être une fuite et ils n'auront pas l'explosion tant attendue. Peut-être que si. Et maintenant, tout le monde est content. Un bon feu, de bons amis. Paye ton feu! Et une explosion qui déchire. Vous avez vu jusqu'où l'extincteur a volé? Grâce à l'aide d'une caméra grande vitesse tout dernier cri et à l'analyse balistique, je dirais super loin. Regardez, c'est une bûche du feu!
De la chaleur, un feu, que demander de plus? Mais qu'en est-il du mythe? Techniquement, ça ne l'a pas éteint, mais ça l'a réduit en cendres. Donc, ça l'a éteint. Ouais. Et on a eu l'explosion qu'on voulait. Ouais. Bravo! Mythe plausible. Grant, Carrie et Tori s'attaquent à la légende selon laquelle il suffirait d'entrer en transe pour marcher sur le feu. Super. Tu vois, c'était pas si terrible. Les chiffres ont tendu à prouver que n'importe qui peut s'en sortir indemne. Cela dit, il n'y a qu'un seul moyen d'en être absolument certain. Quelques heures plus tard... Quelle idée stupide, non? On a déjà eu des idées bien plus stupides. Voici le moment, tant attendu, peut-être pas tant que ça par Carrie, Tori et Grant. Ces charbons sont vraiment ardents. Prêt? Impossible de faire machine arrière. Vous avez peur? Non. Un peu. Bon. Après quelques moments pour se motiver, Carrie est la première à passer sur le grill. Musique. La vache. C'est un peu chaud quand même. Même si Carrie a eu une sacrée montée d'adrénaline, elle traverse le lit de charbons ardents sans problème et surtout sans brûlure. C'est faisable, c'est faisable. C'est maintenant au tour de Grant de risquer la peau de ses petits pieds. Ouais, Grant. Calme et serein, Grant progresse tel un mannequin sur un podium. Très gracieux. Et voilà. C'est un peu chaud. Un peu plus que ce à quoi je m'attendais, mais j'y suis arrivé. Il ne reste plus que Tori, et fidèle à lui-même, il n'hésite pas, il y va franco. Allez, Tori. Allez. Et il s'en sort comme un chef. C'est pas si terrible. Je m'attendais à ce que ce soit bien pire. C'est pas aussi terrible qu'il n'y paraît. Franchement, ça va. C'est le mental qui vient tout perturber. Quand j'ai marché sur les braises, je me suis rendu compte direct que c'était pas si terrible. En fait, j'ai rien senti du tout. J'ai dû revenir sur mes pas pour vérifier si c'était chaud ou pas. C'était dingue! Mais vous savez le pire? C'est ce qui se passe dans votre tête. Sur le plan physique, c'est que dalle. Ouais. Ce n'est pas un tambour ou des incantations qui auraient pu me pousser à faire ça. Mais avec les données scientifiques qu'on avait trouvées, j'étais convaincue. Vous savez quoi? Je vais être franc. C'était chaud, mais pas assez pour nous brûler. Ok, donc ce mythe est bidon. 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 Et si on essayait avec des chaussettes trempées dans l'essence? Ce serait donc la physique qui empêcherait la plante des pieds de griller et non le pouvoir du mental? Vraiment? Et si on essayait avec quelqu'un de non préparé qui n'aurait pas fait de recherche avant de se lancer? Je pensais que ce serait bien pire. Afin de le découvrir, zappons au lendemain. Qu'est-ce que vous faites cuire? Eh bien, la plante de tes pieds. On étudie la science de la marche sur le feu. Marcher sur le feu! Super! Adam est donc prêt à passer l'épreuve du feu. Tu peux le faire. Souvenez-vous qu'avant de se lancer, Grant, Carrie et Tori savaient qu'ils ne se brûleraient pas. Attention les pieds. J'ai le cœur qui bat la chamade. Mais Adam ignore tout ça et qu'il faut marcher le pas léger. Va-t-il s'en sortir indemne ou ces charbons ardents vont-ils lui brûler les pieds? Ah, la vache! Eh oui, apparemment. Zut! Waouh, ça fait mal! Aïe. Au départ, je marche, et ce n'est pas si terrible. Et puis, mince, ça craint. Aïe, ça fait mal! Voilà comment ça s'est passé. Le mental joue donc un rôle dans la mesure où il est important de savoir comment s'y prendre. Comme je n'étais pas préparé, je pense que j'ai fait l'erreur classique de vouloir aller vite. Du coup, j'ai enfoncé mes pieds dans les charbons plus que nécessaire. Eh oui, avec sa marche un peu trop affirmée, des charbons se sont collés à ses pieds. La chaleur a donc eu plus de temps pour atteindre la voûte plantaire. Aïe! C'est moi! Adam passe un petit coup de fil à la maison pour annoncer la mauvaise nouvelle. J'ai marché sur des braises et je me suis cramé les pieds. Il est temps d'apporter la crème contre les brûlures et d'en finir avec ce mythe. Non, j'y crois pas. J'y serais arrivé si vous vous étiez mêlé de vos affaires. Ok, alors conclusion? Ce qui est clair, c'est qu'aucun d'entre nous n'a eu besoin d'entrer en transe pour marcher sur le feu. La science l'emporte. Bidon. Bidon. Ok, à plus. T'as rien. T'as raison, j'ai rien. Ciao!
Adam et Jamie ont prouvé qu'on ne pouvait pas faire marcher un pistolet à impulsion électrique conventionnelle à l'eau. Mais il en faut plus pour les abattre. Et ils décident d'utiliser les grands moyens afin d'obtenir des résultats. Jamie a dit qu'il voulait voir de vrais éclairs. Derrière moi, dans ce bâtiment a priori quelconque, l'attendent les éclairs de ses rêves. C'est ici que se trouve le Nevada Lightning Lab, un laboratoire d'éclairs, et Greg Lay. Il va donner naissance à des éclairs monstrueux rien que pour nous. Jamie va être drôlement content. Mais ça, c'est sûr. Cet endroit est le top du top mondial dans le domaine des éclairs. Salut Greg. Jamie. Voici le générateur d'éclairs de nos rêves. Ça vous dérange qu'on relie ce monstre à mon petit pistolet, histoire de voir ce qui se passe? On va voir ce qu'on peut faire. D'enfer. La bobine de Tesla de Greg va subir les tests de nos Mythbusters. C'est vraiment un appareil extraordinaire. Il y a plus d'1,5 kilomètre de fil, une montagne de condensateurs. Il produit des éclairs qui peuvent atteindre 1 million de volts et plus de 9 mètres. C'est de la folie. De la folie? Trop cool! C'est parti! Prêt? La bobine de Tesla réunit 2 bobines géantes de fil qui conduisent l'électricité. L'une charge l'autre, augmentant la tension de sortie jusqu'à atteindre 1 million de volts. Et puis, l'éclair se produit et cherche le chemin le plus court jusqu'à la Terre. Jamie et Adam n'en peuvent plus. Mais ils ne sont pas là que pour apprécier le spectacle. Ils ont une mission à accomplir. Cet éclair est assez grand pour toi? Ouais. Allons paralyser les méchants. D'accord. Mannequin, tiens-toi prêt. Jamie va se placer en haut de la bobine. Il va viser droit sur le mannequin de gel balistique avec l'aquaparalyseur. 1 million de volts va-t-il donner un peu de punch au jet d'eau et faire sa fête à ce vilain mannequin? Jamie se met en position. Il pénètre à l'intérieur d'une bobine de Tesla pour la science. Croyez-le ou pas, mais Jamie est isolé et en sécurité. Voilà le condamné à mort. Ce n'est pas seulement une première pour Mythbusters, c'est une première mondiale. Peut-être parce que personne n'a jamais été assez fou pour tenter ça. On va tenter quelque chose de très intéressant. On va diriger un éclair à travers un jet d'eau. On va ainsi obtenir la quantité maximale d'électricité qu'il est possible d'obtenir avec un pistolet à eau. Et c'est très excitant tout ça. Greg met la bobine en route. C'est mon nouveau jouet préféré. Jamie vise C'est bon! et tire. On l'a eu! Génial! En plein dans le mille. Ils y sont arrivés cette fois-ci. Un pistolet électrique fonctionnant à l'eau. Bien joué, mec! Comment tu te sens? Tu l'as eu! Joli tir. J'ai vu l'éclair l'atteindre en pleine tête. 1 million de volts. Et contrairement à ce qui se serait passé avec un vrai méchant, notre mannequin n'a même pas bronché. Oh, quel homme! Et il est prêt à se sacrifier une fois de plus. Jamie commence à se prendre au jeu. Super! Il est fait! Encore mieux! Cette fois-ci, l'électricité a littéralement voyagé à travers le jet d'eau pour atteindre le cerveau de notre méchant. 1 million de volts. Mais bon, il reste quand même un petit problème. Voilà ma conclusion. Il y a un intrus, vous voulez l'arrêter. Il vous suffit de prendre une grue, d'aller chercher votre bobine de Tesla de 5,50 m, vous prenez une échelle, vous montez à l'intérieur, vous prenez un pistolet à eau, vous le chargez, vous visez l'intrus, et voilà, il est neutralisé. Bref, c'est infaisable. Le mythe a été testé et nos scientifiques se sont bien amusés. Je dois avouer que j'avais fondé beaucoup d'espoir sur ce pistolet électrique fonctionnant à l'eau. Mais il faut reconnaître que ce mythe est bidon. Oui, c'est clair. C'est pas demain la veille qu'on va en trouver un à la ceinture d'un espion. Non, notre travail est terminé.